Le 3 septembre à midi, à Berlin, au ministère des Affaires étrangères allemand, l'ambassadeur français Robert Coulondre présente l'ultimatum et la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne. Il le présente à Ribbentrop, le ministre, qui n'est même pas là, qui ne veut pas le recevoir et qu'il est en train de fêter avec les Russes l'accord signé quelques jours auparavant entre la Russie et l'Allemagne. On fait patienter Coulondre, qui accepte de rester au moins 1 heure. Quand Ribbentrop arrive, Ribbentrop ne veut pas l'entendre, mais Coulondre l'interrompt et lui présente la déclaration de guerre à la France. 3 heures avant, l'Angleterre, avec le ministre anglais à Berlin, l'ambassadeur Henderson, était également venu au ministère de Ribbentrop. Ribbentrop n'était pas là. Henderson avait dû laisser la déclaration de guerre de l'Angleterre à un sous-fifre. C'est ainsi que la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Deux jours avant le 3 septembre, dans la nuit du 31 août, un commando de faux Polonais attaque la radiostation de Gleiwitz en Allemagne. Il est composé en fait de détenus de camps de concentration allemands, une douzaine d'hommes qui sont censés mimer une attaque des Polonais contre l'Allemagne avec une déclaration à la radio incitant les Polonais vivant en Allemagne à se rebeller et déclarant que la Pologne va attaquer l'Allemagne. Cette douzaine d'hommes, recrutés par la Gestapo, va être aussitôt liquidée une fois l'opération effectuée, opération qui va être terminée par des hommes de la SS. C'est sur cet faux incident provocateur monté par l'Allemagne que Hitler va tabler et construire sa déclaration de guerre à la Pologne. Quelques heures plus tard, vers 6 heures du matin, le 1er septembre, un navire entre dans le port de Danzig et commence à canonner la ville qui appartient aux Polonais. C'est ainsi que se déclenche le cycle et l'engrenage infernal des réponses à l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre. Il faut remonter à quelques mois auparavant, 10 exactement, après la signature des accords de Munich en septembre 1938. C'est à ce moment-là qu'est effectué le premier sondage politique en France, juste après la création de l'IFOP, et on apprend qu'une assez grande majorité des Français acceptent la signature des accords de Munich qui sauvent la paix. Mais entre-temps, entre octobre 1938 et septembre 1939, il y a eu l'affaire de la Tchécoslovaquie, l'invasion de la Bohême en Moravie, qui a fortement choqué la population française. Dès le mois d'août, on a continué à enchaîner des sondages. Dès le mois d'août, alors que les menaces commencent à peser sur la Pologne, un autre sondage a été effectué qui révèle que 76% des Français ne veulent pas laisser les Allemands entrer et s'emparer de la Pologne. Donc l'attitude des Français est clairement pour la guerre. Hitler ne peut attaquer la Pologne que s'il est certain que l'URSS ne réagit pas. Il veut ne pouvoir combattre que sur un front, éventuellement, si la France et l'Angleterre réagissent, eux. Depuis quelques années, l'URSS est courtisée des deux côtés. Tout semble bien aller entre le camp occidental et l'URSS. Il y a eu le traité franco-russe de 1935, il y a eu la guerre d'Espagne, où la France a moralement, idéologiquement soutenu les Russes qui sont intervenus en Espagne, avec les brigades internationales. Et il y a eu aussi le Front populaire en France, soutenu par les communistes. L'attitude des Russes a clairement changé depuis 1938. Staline a été humilié de ne pas avoir été invité aux négociations de Munich. Par ailleurs, le Premier ministre anglais, Neville Chamberlain, est clairement, très frontalement anti-soviétique. Par ailleurs, également, dans la diplomatie française, nous avons des ministres des Affaires étrangères, Delbos, Bonnet, qui eux aussi adoptent une position anti-soviétique.
les Russes, à partir du printemps 1939, tendent la main, tout de même, encore, vers la France et l'Angleterre, pour signer un pacte tripartite contre l'Allemagne. Qui va résister, qui va traîner des pieds? L'Angleterre, qui va, dans l'alliance franco-anglaise, prendre la main sur les Français. Et Chamberlain ne va cesser de gagner du temps, d'insulter, d'humilier les Russes, en tardant à envoyer ses émissaires à Moscou, en n'envoyant que des couteaux, en leur faisant prendre le bateau au lieu de prendre l'avion. Enfin, tout ceci fait que l'homme, le ministre des Affaires étrangères russe, Litvinov, qui était très partisan d'une alliance avec les Français et les Anglais, va devoir quitter son poste au mois de mai et être remplacé par Molotov, qui lui est beaucoup moins favorable à cette alliance avec les Français et les Anglais. Par ailleurs, Hitler, qui est toujours sous une sorte de valse-hésitation avec la Russie, on se dit, avec son anti-bolchevisme, ça ne peut pas marcher entre les deux pays. Pourtant, il envoie des petits signaux par les ambassadeurs, par les ministres, et tout n'est pas rompu. On pourrait croire qu'il s'agit du 1er septembre ou du 3 septembre, pas du tout. Il faut remonter au 14 août. Ce jour-là, à Moscou, les émissaires français et anglais sont arrivés et discutent avec le maréchal Voroshilov, qui leur pose des questions très précises. Que feront les Français et les Anglais sur le plan militaire au niveau des divisions si les Allemands attaquent la Pologne? Est-ce que la Pologne autorisera l'URSS à traverser son territoire pour que l'URSS attaque l'Allemagne? Et c'est sur cette question que les Français et les Anglais bottent en touche. Ils éludent, ils savent très bien que les Polonais n'accepteront jamais ça. Et donc, les Russes n'arrivent pas à obtenir une réponse franche et précise. Le même jour, l'ambassadeur allemand à Moscou, von Schulenburg, voit Molotov, le ministre des Affaires étrangères, et lui demande si Ribbentrop, le ministre allemand, peut venir très vite à Moscou pour discuter d'un tas de sujets, et en particulier de questions territoriales concernant la Pologne et les pays baltes. Il lui propose un partage implicite de l'Europe de l'Est entre l'Allemagne et la Russie. La Russie va accepter puisque dans les jours qui suivent, il propose par voie de télégramme à l'Allemagne un pacte de non-agression. Au départ, il devait s'agir d'un pacte commercial, mais là, il s'agit d'un pacte de non-agression. Dès le mois de juillet, Hitler a son calendrier pour l'invasion de la Pologne. Il veut, au plus tard, envahir la Pologne le 1er septembre. Pourquoi? Parce qu'il craint avec l'automne les grandes pluies et la transformation des routes et des sentiers en chemins de boue où ces panzers s'embourberaient. On est donc le 16-17 août, il y a un échange de télégrammes entre l'Allemagne et la Russie. Et là, Hitler est extrêmement impatient. Il demande à la Russie chaque jour que Ribbentrop vienne en personne discuter de choses militaires avec les Russes. Mais les Russes prennent leur temps. Eux, c'est toujours de la négociation par étapes successives. Et Hitler, là, va vivre sans doute ses jours les plus stressants de la guerre, avant peut-être la fin de la guerre, parce qu'il veut absolument attaquer, régler la question de la Russie avant, disons, le 22-23 août. En fait, sa vraie date, c'est le 26 août pour l'attaque. Finalement, le 21 août, Staline, à qui Hitler a personnellement envoyé un télégramme, accepte que Ribbentrop vienne parler de ce pacte de non-agression, qui va être donc signé le 23 août. Rebondissement, le 25 août, les Polonais, qui voient évidemment tout de suite le danger, signent à Londres un pacte d'assistance avec l'Angleterre. Là, Hitler, on a des témoignages, est un peu abattu parce qu'il ne croyait pas que l'Angleterre réagirait. Jusqu'au bout, il pense que l'Angleterre et la France ne vont pas déclarer la guerre. Ça, c'est le point important. Et pendant 24 heures, il est abattu. Il regarde Ribbentrop, qui lui avait assuré que l'Angleterre ne réagirait pas. Il lui reproche cette fausse analyse et il reporte de quelques jours au moins l'attaque contre la Pologne.
Il faut savoir aussi que depuis 1920, il y a un traité d'assistance mutuelle entre la France et la Pologne qui a été encore renforcé en 1939. Mais le 26 août, Hitler a repris du poil de la bête et annonce que l'attaque n'est décalée que de quelques jours et que les opérations vont commencer le 1er septembre.